Les chevaux ont une façon bien particulière de choisir leurs compagnons. Lorsque deux chevaux qui ne se connaissent pas se rencontrent, ils commencent par s'observer, puis se flairent avant de s'éloigner. Lors du premier contact, c'est toujours le cheval déjà familier du lieu qui s'approche le premier. Il observe son congénère avec attention, tout en restant sur ses gardes. Puis, il dilate ses naseaux pour flairer le nouveau venu, en gardant toujours ses distances. Au cours de ce tout premier contact, on peut les entendre s'ébrouer, ce qui donne lieu à un ronflement caractéristique. En effet, ils expirent bruyamment par la bouche pour échanger leurs haleines et se flairent mutuellement le nez. Les cellules olfactives qui tapissent sa cavité nasale transmettent au cheval une quantité incalculable d'informations et lui permettent d'interpréter et d'analyser les différentes odeurs auxquelles il est confronté. En se dilatant et en inspirant bruyamment, ses larges naseaux capturent les odeurs et les envoient à travers les cornets des fosses nasales pour qu'elles soient analysées. Lors de ce trajet, l'air et les signaux chimiques olfactifs rentrent en contact via le nerf olfactif avec les cellules olfactives disposées le long de la muqueuse sous forme de petits cils. Un cheval sauvage sait reconnaître l'odeur d'un prédateur puisqu'il représente pour lui une menace potentielle. Il est également capable de détecter l'odeur et donc la présence de l'eau, même lorsque la source est éloignée et ne s'offre pas à sa vue. Son odorat lui permet aussi bien de détecter la présence d'autres chevaux sur son territoire que de juger si un cheval a marqué les limites du sien en y déposant son crottin. Le cheval est rassuré par tout ce qui lui est familier. Par exemple, dans l'enclos où il a l'habitude de travailler, il ne sent pratiquement que sa propre odeur et cela l'apaise. Le système digestif du cheval est particulièrement sensible aux altérations provoquées, entre autres, par un fourrage de mauvaise qualité ou l'ingestion de plantes toxiques. C'est pourquoi les sens de l'odorat et du goût agissent de concert pour prévenir les troubles occasionnés par des aliments de mauvaise qualité. Confronté à un aliment dont l'odeur lui est inconnue, le cheval préfère s'abstenir de goûter pour ne courir aucun risque. Pour preuve, la carotte, qui est pourtant un aliment particulièrement apprécié des chevaux. En effet, un cheval sauvage est capable de laisser pourrir une carotte qu'on lui propose, s'il n'en a encore jamais goûté la saveur. Seule une faim tenace peut pousser un cheval à goûter un aliment quand, en normal, il repousserait. Voilà pourquoi il n'est jamais facile d'administrer des médicaments, des vitamines ou des suppléments diététiques à un cheval, à moins qu'il ne soit aromatisé. Un étalon est capable de détecter et de reconnaître une jument en chaleur à une distance de 600 à 800 mètres. Il est également capable de distinguer et de repérer le cycle sexuel d'une jument grâce à l'odeur toute particulière de son urine. En effet, les phéromones sont produites par les glandes exocrines, les glandes de la peau. Elles se retrouvent dans l'urine, dans le sébum, dans la sueur et dans la laine. Une fois qu'il a repéré que la jument est en chaleur, la période d'ovulation est donc imminente. L'étalon comprend que la jument est désireuse de s'accoupler. Commence alors le rituel de séduction. L'étalon sait que la partie n'est pas gagnée d'avance et qu'il devra faire preuve de patience pour éviter les rebuffades ou les ruades. L'organe de Jacobson, situé de part et d'autre de la cloison nasale du cheval, est très actif durant ce rituel de séduction. En effet, cet organe est particulièrement sensible aux phéromones libérés par les femelles en chaleur. En retroussant de manière très caractéristique sa lèvre supérieure, le cheval inspire bruyamment pour emprisonner les odeurs dans ses cavités nasales. C'est ce que l'on appelle le phlémème. L'étalon fait passer les odeurs de la jument en chaleur à travers son organe voméronasal, l'organe de Jacobson, pour déterminer si la jument est réceptive et désireuse de s'accoupler. Le cheval a aussi la capacité de ressentir et de détecter le sentiment de peur.
Un animal ou un homme qui a peur produit de l'adrénaline. Celle-ci peut être décelée par les autres animaux car elle se retrouve dans l'odeur caractéristique de la sueur sur la peau. Le cheval peut ainsi se préparer, selon les cas, au combat ou à la fuite. Quant aux juments, elles transmettent à leurs poulains dès la naissance une odeur particulière qui leur permettra de les distinguer des autres poulains de la harde, même la nuit, lorsque la visibilité est réduite. L'odorat est l'un des sens les plus importants dans la vie sociale du cheval. Les chevaux adultes ont évidemment rencontré et analysé plus d'odeurs et d'effluves que les plus jeunes. Cela explique aussi pourquoi ce sont justement les sujets les plus âgés qui guident le reste de la harde à la recherche des prés les plus riches et de l'eau la plus fraîche. La couleur de la robe d'un cheval est le résultat de la combinaison de ses poils et de sa peau. Les caractéristiques propres à chaque robe se retrouvent sur l'ensemble du corps du cheval, sur ses membres, sa crinière et sa queue. Les chevaux gris sont caractérisés par la décoloration progressive de la robe de base, généralement foncée, avec laquelle ils sont nés. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, leurs poils blancs se multiplient et leur robe s'éclaircit en grisonnant, présentant de nouvelles nuances. Un cheval noir porteur du gène responsable de ce grisonnement naîtra par exemple avec une robe noire. Puis, avec le temps, des poils blancs apparaîtront et sa robe se mettra à grisonner jusqu'à devenir presque blanche. Si la robe de base est l'alezan, le processus est identique, mais la nuance qui en résulte est plus proche du jaune. On parle parfois dans ce cas-là de gris tourdille. Certains utilisent le terme d'étourneau pour préciser la particularité des robes grises foncées semées de petites taches blanches, en référence au petit oiseau noir du même nom. La plupart des chevaux présentant cette nuance sur leur robe sont noirs à la naissance. À noter que toutes les autres robes peuvent présenter cette particularité. La peau des chevaux gris est pigmentée et foncée comme leurs yeux. Malgré cela, ils peuvent tout à fait présenter les taches caractéristiques d'un cheval dont la peau est rose, que ce soit sur la tête ou sur les membres. Les chevaux gris naissent donc toujours avec une robe plus sombre qui s'éclaircit au fil des années avec l'apparition de poils blancs. Ce blanchissement apparaît d'abord sur la tête, au bout du nez et autour des yeux. Toute robe confondue, c'est à ces deux endroits précis que l'on peut deviner quelle sera la nuance définitive de la robe d'un cheval, une fois qu'il aura effectué sa première mue. Le blanchissement peut se manifester de différentes manières. Soit avec des taches rondes distribuées uniformément sur tout le corps, on parle dans ce cas de gris pommelé. Soit avec des taches parsemées de manière indistincte sur l'ensemble du corps et dont la proportion varie avec le temps. Lorsque les chevaux gris sont jeunes, leur robe est à dominante noire. On les appelle alors gris foncé. Certains les surnomment cap de mort, en raison de leur ressemblance avec les chevaux tête de mort. Mais chez ces derniers, la proportion de poils blancs ne change jamais et la tête et les extrémités restent toujours noires. Le gène gris est dominant. Voilà pourquoi un cheval gris donnera naissance à une majorité de chevaux porteurs de ce gène qui, indépendamment de leur robe de base, grisonneront avec le temps. On peut parler à propos de ce processus de blanchiment de 5 phases bien distinctes. Une phase initiale avec une robe de base généralement foncée, noire, baie ou alezane. Une deuxième phase avec des poils blancs disséminés. Une troisième phase où l'on assiste à un équilibre entre la robe de base et la proportion de poils blancs. Une quatrième phase où les poils blancs deviennent majoritaires.
Une cinquième et dernière phase où la robe devient complètement blanche, ou presque. De nombreux chevaux gris ont marqué l'histoire. Le plus célèbre d'entre eux, Marengo, a accompagné Napoléon lors de nombreuses batailles. Cet étalon arabe gris clair avait été capturé à Aboukir en Égypte, puis ramené en France. On raconte même que Napoléon montait cet animal lors de la bataille de Waterloo en 1815. Cette noble monture finit entre les mains des Anglais et mourut à l'âge de 38 ans. Son squelette est aujourd'hui conservé au National Army Museum de Londres. Outre Marengo, qui fut même comparé à Bucéphale, la fameuse monture d'Alexandre le Grand, Napoléon possédait plus de 200 autres chevaux de selle et de trait, majoritairement gris et gris clair, bien qu'il ait été le plus souvent représenté à tort sur un cheval blanc. Les pathologies et les troubles traités par l'équithérapie sont multiples et variés. Il est donc intéressant de déterminer quel type de cheval s'adapte le mieux à chaque handicap afin que la thérapie soit la plus efficace possible. Dans le cas des personnes porteuses d'un handicap sensoriel, les critères de sélection du cheval peuvent être les mêmes que pour toute activité équestre traditionnelle, puisque les malvoyants, non-voyants et les sourds ou les malentendants ne présentent aucune séquelle d'ordre physique. Seuls les chevaux trop craintifs sont déconseillés pour les non-voyants, qui ne peuvent pas voir la peur qu'ils suscitent chez l'animal. Dans le cas des non-voyants, les chevaux doivent avoir un tempérament courageux et la volonté d'aller toujours de l'avant. Quant aux troubles neurologiques, l'objectif de l'équithérapie est de stimuler l'équilibre, la motilité et la latéralité du patient. Il est donc préférable dans ces cas-là d'éviter les chevaux ambleurs. Ces derniers sont réputés pour le confort de leur allure, mais c'est justement la raison pour laquelle ils ne sont pas adaptés à de tels patients. En effet, ce que l'on recherche dans ces cas-là, c'est que le corps du patient s'adapte aux 3 phases du mouvement d'un cheval de trot, en haut puis en bas, en avant et en arrière, à droite et à gauche. Le patient va à l'aide de son corps compenser ses mouvements et donc solliciter ses muscles, ce qu'il fera plus efficacement sur un cheval de trot que sur un ambleur. En revanche, les chevaux ambleurs sont particulièrement adaptés aux personnes atteintes de troubles moteurs. Leur allure confortable, sûre et facile à accompagner avec le corps conviendra parfaitement aux débutants et permettra à des patients atteints de troubles d'inhibition et d'appréhension de se détendre et de se sentir en sécurité. Dans le cas d'un handicap mental ou avec des enfants hyperactifs et ayant déjà une petite expérience de l'équitation, des chevaux plus énergiques et plus nerveux conviennent mieux. L'objectif est de pousser ces enfants hyperactifs à se contenir et à se concentrer afin de garder le contrôle du cheval. Au contraire, les enfants atteints de trisomie 21 et souffrant par conséquent d'un retard cognitif ressentent le besoin de se sentir en sécurité sur le cheval pour mieux se détendre. Dans ce cas, il faut donc privilégier des chevaux calmes et dociles. Les enfants autistes ou atteints du syndrome de Rett se sentiront quant à eux plus à l'aise avec des chevaux de petite taille. Ils doivent sentir que les chevaux sont à leur mesure et qu'ils peuvent leur faire confiance. Cela facilitera la communication et la relation aussi bien avec les autres chevaux qu'avec le reste du groupe.
il est conseillé de choisir des chevaux à la bouche dure, même si cela ne facilite pas la conduite du cheval. Bien souvent, les cavaliers inexpérimentés se servent des rênes pour se sentir en sécurité et s'y agrippent pour ne pas tomber. Des chevaux dont la bouche serait trop sensible s'arrêteraient alors à la moindre pression. En équitation ordinaire, on préfère souvent un cheval court et puissant, mais pour le travail d'équithérapie destiné aux enfants et aux adultes souffrant d'un handicap, on privilégie plutôt des chevaux longs. En effet, cela permet à 2 personnes de monter en même temps, la deuxième personne étant le plus souvent un éducateur qui aide et soutient le patient. Bien entendu, il est essentiel en équithérapie de faciliter le plus possible la montée en selle. C'est pourquoi on utilise des chevaux assez bas afin que les patients et les éducateurs puissent se placer en selle sans trop de difficultés. Au début, on ne peut pas attendre du cheval qu'il ne montre aucune crainte ou appréhension à la vue d'un fauteuil roulant ou de béquilles. C'est une réaction tout à fait normale et il faut du temps pour familiariser le cheval au matériel et à l'harnachement spécifique à l'équithérapie. C'est pourquoi des instructeurs certifiés sont chargés d'habituer et de préparer les chevaux à cette discipline singulière. Certaines personnes préfèrent utiliser de vieux chevaux qui n'ont plus l'énergie et le tempérament de leurs jeunes années. Cette option est néanmoins déconseillée, car la douceur et la tranquillité de ces chevaux laissent en général rapidement place à des problèmes physiques et articulaires dus à leur âge avancé, sans parler des traitements et des coûts non négligeables qui en découlent. Le cheval représente incontestablement pour tous ces patients l'outil thérapeutique le plus économique et le plus agréable qu'il leur ait été donné de côtoyer. Contrairement à tous les autres traitements, les chevaux sont aussi capables de donner de l'amour sans condition et sans rien attendre en retour, si ce n'est une carotte ou une caresse. Les courses de trot sont des épreuves où les chevaux courent attelés à un sulky, une voiturette à 2 roues pneumatiques sur laquelle s'assied le driver. Cette discipline est très populaire en Europe et aux États-Unis, et certains hippodromes sont spécialisés dans les courses de trot. Certains chevaux, que l'on appelle des trotteurs, courent par bipèdes diagonaux alternés, autrement dit, ils sautent d'un diagonal à l'autre, levant puis posant simultanément au sol l'antérieur droit et le postérieur gauche, et inversement. D'autres trottent en levant et en posant alternativement les pieds par bipèdes latéraux, l'antérieur et le postérieur droit d'une part, l'antérieur et le postérieur gauche d'autre part. Ce sont des ambleurs. Pour travailler et obtenir ces allures, l'entraîneur doit faire preuve de patience et de savoir-faire. Car même si le trot est une allure naturelle chez le cheval, il n'est jamais facile de maintenir un trot très rapide sans que le cheval ne se désunisse. Au cours des dernières décennies, cette discipline s'est grandement spécialisée. Les trotteurs, à l'instar des pur sang de course, disposent désormais d'un entraîneur et d'un driver attitrés. Les trotteurs débutent leur carrière très jeunes. Avant chaque course, on procède à un contrôle complet du driver et de son équipement, du sulky jusqu'au casque, en passant par le harnachement. Dans le même temps, quelques instants avant la course, tous les chevaux sont examinés par un vétérinaire officiel. Si l'un des chevaux inscrits à l'épreuve présente un défaut ou un problème de santé, il est immédiatement retiré de l'épreuve par le vétérinaire, par le juge ou bien les officiels de course. Cette décision est sans appel. Les courses de trot se déroulent sur une distance minimum de 1600 mètres. Les chevaux doivent bien sûr maintenir le trot du début jusqu'à la fin. Le départ s'effectue avec l'autostart, une voiture équipée de 2 grandes ailes ou barrières à l'arrière. Les concurrents doivent se positionner lentement en ligne derrière ces longues ailes. Il est parfois d'usage, pour équilibrer la course, de faire partir les favoris sur une seconde ligne derrière la première. En temps normal, la position des chevaux au départ est établie par tirage au sort.
Si un cheval rompt au galop pendant la course, autrement dit s'il ne maintient pas l'allure du trot et part au galop, il doit immédiatement redescendre au trot sans gêner les autres concurrents, sous peine d'être sanctionné, voire même disqualifié. La décision de disqualifier un cheval est prise soit pendant la course, soit à l'arrivée, lorsque l'ordre d'arrivée des chevaux a été officialisé. La disqualification d'un cheval est elle aussi sans appel. Un cheval peut être disqualifié pour plusieurs raisons. S'il rompt le trot à plusieurs reprises dans la même course. S'il galope dans la dernière partie du parcours. S'il prend ou conserve au galop un avantage sur ses concurrents. S'il sort des limites du parcours pour chercher à gagner du temps. S'il change de ligne au cours de la course et que cela gêne un ou plusieurs concurrents. La présence de produits dopants justifie également la disqualification d'un cheval. L'entraîneur est toujours considéré comme responsable de l'alimentation, de la santé et de la sécurité du cheval. En ce sens, il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les chevaux placés sous sa responsabilité ne soient disqualifiés par sa faute. Les normes relatives au matériel et à l'harnachement stipulent que les drivers doivent utiliser un sulky conforme au règlement du pays dans lequel se déroule la course. En effet, les règlements divergent selon les pays. Les fabricants doivent ainsi faire en sorte que les sulkys soient homologués par les différents règlements. Ils doivent notamment respecter des normes de largeur et de distance entre la fourche et la roue. Le pays organisateur détermine également ses propres normes à propos du matériel et de la tenue du driver. Si les drivers utilisent par exemple une cravache, cette dernière doit être conforme au code du pays hôte, avec dans tous les cas une longueur maximum d'1,40 m. Un point essentiel du règlement des courses de trot précise que les drivers doivent s'abstenir de toute brutalité envers leur cheval et de tout geste susceptible de gêner leurs concurrents. En outre, l'usage d'un équipement pouvant blesser le cheval ou menacer son intégrité physique est strictement interdit. Toute infraction à ce point du règlement sera punie d'une amende ou, selon les cas, d'une suspension du driver. Comme il est d'usage dans les courses de chevaux traditionnelles, les paris existent également pour les courses de trot. Une chose est sûre, ces manifestations connaissent d'année en année un succès grandissant à travers le monde. Le parage des pieds d'un cheval doit s'effectuer en moyenne tous les 30 à 45 jours. Cela permet de maintenir les pieds en bon état et d'éviter que le cheval ne trébuche lorsqu'on le monte. Sur des terrains souples, l'usure de la corne des sabots sera moins importante que sur des terrains durs ou rocailleux. Par conséquent, c'est la nature abrasive des différents terrains, variable selon les endroits, qui détermine la fréquence du parage. Le bon usage du matériel ainsi que le savoir-faire de celui qui l'utilise contribuent à fournir un travail de qualité, car même le meilleur des outils, s'il est mal utilisé, peut blesser le cheval. De la même façon, il est difficile de travailler correctement avec du matériel inadapté ou mal entretenu. On trouve dans le commerce une grande variété d'outils de marques différentes. Les outils de très bonne qualité, qui ne sont pas forcément les plus chers, simplifient le travail. En effet, ils permettent de parer les sabots sans qu'il soit nécessaire d'user de beaucoup de force et restent affûtés plus longtemps. Enfin, leur maniabilité offre davantage de confort. Avant de commencer le parage du sabot à proprement parler, on utilise un cure-pied. En général, l'extrémité du cure-pied est constituée d'une grosse pointe qui sert à gratter et à nettoyer les bords et les contours de la muraille du sabot, autrement dit, sa partie inférieure.
Cela permet également d'enlever tous les restes de boue, de terre, d'herbe ou de crottin sur et sous le sabot, et donc de mieux en évaluer les contours et la croissance. Il faut ensuite utiliser une pince à parer, une sorte de grosse tenaille qui, tel un coupe-ongle, permet de couper la corne du sabot, depuis la couronne jusqu'à la ligne blanche qui assure la connexion entre la muraille et la sole. En coupant de manière perpendiculaire, on élimine l'excroissance de cornes. On commence par le talon, c'est-à-dire l'arrière du sabot, pour finir par la pince, soit l'avant du sabot. Le parage est l'une des spécialités du maréchal ferrant. Rappelons toutefois une règle essentielle. L'usage d'outils bien affûtés et sans imperfection permet de procéder à une coupe nette et donc à un parage correct. À ce propos, si l'on manque d'expérience, il est possible d'utiliser une règle graduée pour mesurer la longueur des talons et les couper ensuite de manière uniforme, afin que le cheval soit paré d'aplomb et donc bien équilibré sur ses 4 membres. Le maître nous indique également la distance qui sépare le centre de la fourchette, sous le sabot, du bord de la muraille. Si le parage est bien réalisé, la distance doit être équivalente de chaque côté. Après avoir procédé à la coupe, il faut utiliser une rainette, un instrument à lame courbe et tranchant des 2 côtés qui s'adapte à la sole du sabot. On l'utilise donc pour égaliser les coupes précédentes. Sa lame courbe permet de rendre la sole concave, indispensable pour que le cheval ait une bonne adhérence au sol. Cela permet également d'alléger la pression exercée sur l'os naviculaire situé à l'intérieur du pied. Avec la pointe recourbée de la rainette, on nettoie la fourchette pour retirer les fragments de sol qui se délitent et s'émiettent. Si la rainette n'est pas suffisamment affûtée, on peut utiliser une lime d'aiguisage diamantée, indiquée d'ordinaire pour affûter les chaînes de tronçonneuse. Le sabot est désormais prêt pour le travail de finition. Pour ce faire, un trépied de maréchalerie va nous permettre de poser le pied du cheval, facilitant ainsi l'opération. La base du trépied doit se placer devant le membre correspondant afin que le cheval puisse y appuyer son sabot. La tête du trépied sur laquelle on pose le pied du cheval ne doit cependant pas être trop grande pour éviter d'abîmer les outils à son contact. En revanche, la base du trépied, qui est en contact avec le sol, doit être, elle, assez large pour garantir une bonne stabilité. Certains trépieds sont réglables en hauteur et peuvent donc s'adapter à tous les chevaux. Une fois que le sabot est posé sur le trépied, on se sert d'une râpe, dotée d'un côté râpe et d'un côté lime. Le côté râpe, avec ses grosses dents, permet d'égaliser sans forcer les imperfections laissées par la pince à parer. La râpe permet donc d'éliminer les bavures de la corne, mais surtout d'arrondir le contour de la muraille du sabot pour lui donner une forme convexe. On cherche en ce faisant à reproduire la forme des sabots des chevaux sauvages habitués aux sols abrasifs. Le côté lime de la râpe achèvera le travail de finition. Un bon parage permet de limiter les risques de lésions durant le travail quotidien du cheval. La muraille du sabot supportera la pression sans se fendre grâce à sa croissance régulière et uniforme. Lorsque le cheval soumet ses membres à des efforts intenses, la pression et la force qui sont exercées se répartissent équitablement. Les membres sont ainsi beaucoup moins exposés aux blessures et aux lésions. Un bon parage, c'est un cheval en bonne santé. Une équitation raisonnée et de qualité repose sur 2 principes fondamentaux
l'impulsion et le contrôle. L'impulsion peut être transmise par des aides naturelles, comme les jambes, ou artificielles, comme les éperons, mais également en laissant le cheval être lui-même, un animal qui aime par-dessus tout évoluer en liberté. Puis, une fois que le cheval se porte en avant, il faut le retenir ou le dominer, autrement dit le contrôler. Il s'agit en effet de maîtriser toute la puissance que le cheval projette vers l'avant, pour pouvoir continuer à le guider comme nous l'entendons, à l'allure souhaitée et dans les endroits indiqués. Avec des chevaux adultes, il faut pour cela utiliser différentes sortes d'embouchures et de mors, dont l'objectif commun est de permettre au cavalier de contrôler sa monture avec le minimum d'effort. Certaines embouchures n'ont pas d'effet de levier, permettant au cheval de ne pas perdre son impulsion et de ne pas s'arrêter lorsqu'il ressent la pression sur sa bouche. Ces embouchures permettent en outre de raccourcir ou d'allonger les allures, notamment lorsque les distances varient avant le franchissement d'un obstacle. En haute école ou avec les chevaux engagés dans des disciplines comme le reining, où la vitesse est fondamentale, on utilise plutôt des embouchures munies de branches, qui jouent le rôle de bras de levier et qui augmentent par conséquent la pression sur la bouche du cheval. Cela permet dans le même temps au cavalier de ne pas trop faire usage de la force. Cependant, lorsqu'un cheval n'en est qu'au stade du débourrage, c'est-à-dire au début du dressage, l'éruption des canines rend ses gencives très fragiles. Il est donc préférable durant cette période de ne pas trop solliciter sa bouche, alors particulièrement sensible au moindre contact. En effet, l'éruption d'une canine provoque une inflammation passagère, mais très douloureuse. Or, c'est justement à cet âge-là qu'on soumet les chevaux au dressage, car les os sont solidifiés et le corps est en mesure de supporter un entraînement intensif. Afin de travailler avec les chevaux sans les gêner et sans solliciter les zones sensibles comme la bouche, on utilise depuis des siècles différents éléments qui se placent sur le nez du cheval. Cela permet de libérer sa bouche tout en exerçant sur le cheval un contrôle suffisant. Parmi ces éléments, on trouve le hackamore. Le hackamore est un harnais de tête sans mors qui fonctionne comme un bras de levier et dont l'action sur le nez du cheval est puissante, l'empêchant par conséquent de tirer violemment sur les rênes du cavalier. Dans la partie basse du hackamore se trouve une gourmette en acier qui, selon la tension des rênes, peut exercer une forte pression sur les mâchoires du cheval. En effet, un hackamore peut s'avérer très brutal lorsqu'il n'est pas utilisé avec tact. Il est courant aujourd'hui de trouver des hackamores dont la muserolle en cuir est doublée de moutons synthétiques, permettant une meilleure adaptation et plus de confort pour le nez du cheval. En effet, si la muserolle ou la bande nasale est trop rigide, elle peut lui infliger de sérieuses souffrances. Au centre du hackamore, on retrouve les montants de la têtière qui permettent de maintenir l'ensemble assez haut afin de ne pas blesser le chanfrein du cheval. Mais si la bande nasale du hackamore ne doit pas être placée trop bas, c'est surtout pour dégager la partie mobile du nez, située au-dessus des naseaux, qui se gonfle à chaque inspiration. À propos de réglage, le hackamore ne doit pas être trop serré afin de permettre au cheval d'ouvrir la bouche et de se sentir à l'aise en libérant son encolure. L'action principale du hackamore se situe donc sur le nez du cheval. Il est préférable que la bande nasale n'appuie pas trop sur la partie cartilagineuse. En général, elle est en cuir tressé et reliée par l'intermédiaire des branches d'acier aux rênes qui passent à travers les martingales. Le hackamore exerce un effet de levier et n'est pas sans rappeler un mors de bride avec ses deux longues branches. Plus les branches d'acier du hackamore sont longues, plus la pression exercée est importante et plus son action est sévère. Certes, le contrôle du cheval en sera facilité, mais la communication et le contact, hélas, en pâtiront. En effet, le hackamore nécessite une main légère et expérimentée de la part du cavalier. C'est à cette condition qu'il se révélera utile et fera progresser le cheval. On pourra ensuite le remplacer par des embouchures spécifiquement adaptées à la discipline pratiquée, car les dents de notre cheval auront alors fini de pousser.
Lorsqu'on utilise une longe fixée au licol pour déplacer un cheval d'un endroit à l'autre, pour le présenter lors d'une exposition ou tout simplement pour le faire évoluer au milieu d'autres chevaux, il faut être certain d'exercer un contrôle suffisant de manière à pouvoir marcher sur une distance donnée à l'allure souhaitée. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation, il n'y a rien de plus désagréable qu'un cheval qui tire trop sur la longe ou qui, au contraire, reste en arrière. En effet, un cheval correctement dressé doit être capable de marcher à nos côtés sans opposer de résistance et sans chercher à nous dépasser. Nous n'avons pas à être obligés de tirer sur la longe pour qu'il avance à notre rythme. Pour corriger cet éventuel défaut, il faut avant tout travailler avec un bon licol pour empêcher le cheval d'user de sa force, qui sera, quoi qu'il en soit, supérieure à la nôtre. Si l'on cherche à éduquer son cheval avec un licol en matière synthétique et une muserolle plate, on perd son temps et sa patience. On peut également travailler avec un filet et un mors de filet pour renforcer le contrôle du cheval, en veillant toutefois à ne pas en faire un usage excessif. Nous allons d'abord évoquer le travail effectué par Martine Hardoy auprès d'un étalon particulièrement difficile à contrôler, en raison notamment de la présence d'une jument en chaleur et prête à être montée. La longe fixée à l'anneau latéral du licol permet à Martine Hardoy d'exercer un contrôle sur le nez du cheval sans risquer de blesser sa bouche. L'étalon sait très bien qu'il se trouve à proximité d'une jument en chaleur. Par conséquent, il tire sur la longe pour aller inspecter les lieux tout en hennissant pour indiquer sa présence. Chaque fois que le cheval tire, Martine Hardoy exerce de petites pressions sur son nez, en le faisant reculer. Enfin, lorsque l'animal reste tranquille, bien que toujours excité, Martine relâche la longe et laisse le cheval avancer tranquillement, sans pression aucune sur son nez. Au début, la pression ne s'appliquait que lorsque le cheval marchait. Hardoy décide ensuite de l'exercer dès que le cheval montre la moindre distraction ou hennit, même à l'arrêt. Lorsqu'on travaille avec un cheval, il faut devenir en quelque sorte son principal centre d'intérêt afin d'attirer toute son attention et de limiter les possibilités de distraction. L'étalon en question a vite compris qu'il recevra de petites pressions sur le nez à chaque fois qu'il tirera sur sa longe. Tandis qu'en restant calme et sans manifester bruyamment sa présence, il ne ressentira aucune gêne. Assez rapidement, l'étalon apprend à se détendre et à marcher calmement aux côtés de Martine Hardoy. Lorsqu'enfin on lui présente la jument en chaleur, le cheval se laisse contrôler sans difficulté. Pour plus de sécurité, on fixe une autre longe au licol du cheval avant de l'approcher de la jument. L'étalon obéit naturellement à son instinct et monte la jument. En revanche, si l'on est confronté à un cheval paresseux qui ne veut pas avancer, ce n'est pas la même histoire. En effet, on est souvent contraint de tirer sur la longe pour l'obliger à avancer. Le cheval réagit en essayant de s'opposer à la force que l'on exerce et marche à son rythme. Avec un cheval doté d'un tel tempérament, il est conseillé d'utiliser une chambrière, tout en continuant à tenir la longe de l'autre main. Puis, il faut faire marcher le cheval contre la palissade de l'enclos ou du manège, de manière à limiter ses mouvements latéraux. Dans l'ordre, on retrouve donc la palissade, le cheval que l'on souhaite faire travailler et nous-mêmes, la chambrière à la main. La séquence que l'on montre ici a été réalisée avec la jument à laquelle nous avions appris à tirer une voiture. Pour commencer, nous sommes partis en avant, dans l'espoir que la jument fasse de même.
Devant son refus, nous avons commencé à la toucher avec la chambrière au niveau de son arrière-main, notamment sur ses jarrets. L'effet de surprise l'a fait avancer brusquement, au point qu'il a presque fallu la retenir avec la longe. Un cheval confronté à cette situation comprend qu'il s'expose au contact de la chambrière s'il refuse d'avancer. S'il marche en revanche, il s'épargne cette sensation désagréable. Par contre, s'il se porte trop en avant, il est retenu par le licol. Ainsi, lorsque la jument tirait exagérément sur la longe, on la faisait reculer en procédant de la même façon qu'avec l'étalon impétueux. Dans le cas de la jument, cette dernière a rapidement compris qu'elle devait marcher à nos côtés dès que l'on se portait en avant. Nous avons gardé la chambrière en main jusqu'à ce qu'elle ne soit plus nécessaire, en l'éloignant progressivement de la jument. Puis le moment est enfin arrivé où la jument s'est mise à avancer toute seule et avec entrain, sans qu'on ait besoin de la solliciter. Nous avons donc recommencé l'exercice sans la chambrière, en marchant presque contre l'épaule de la jument, à sa gauche, comme nous l'avions fait précédemment. Elle a continué à avancer, signe que le défaut était définitivement corrigé. Il est néanmoins conseillé de continuer à travailler cet exercice les 2 ou 3 jours suivants, afin de s'assurer que notre jument a définitivement acquis cette capacité à marcher à nos côtés. À l'avenir, elle le fera sans réticence et avec d'autres personnes, à chaque fois que l'occasion se présentera. Jadis, pour imposer des idéaux et conquérir de nouveaux territoires, les hommes se battaient à cheval, lance et épée à la main. Ainsi, bien avant d'être utilisé pour les travaux des champs ou comme moyen de transport, le cheval était considéré comme une arme de guerre. Le dressage se résumait alors à des exercices qui permettaient au cavalier d'assurer correctement sa défense. Le cabré faisait partie de ces techniques de défense, car le cavalier utilisait son cheval comme un véritable bouclier face aux assauts ennemis. Pour réussir un cabré ou une levade, un cavalier doit d'abord obtenir l'impulsion, puis le freinage du cheval, avant de reporter son propre poids en avant vers l'encolure. L'impulsion provient des aides du cavalier, aussi bien naturelles, ses jambes, qu'artificielles, ses éperons et sa cravache. Associées ou non, ces aides stimuleront le cheval à avancer. Dans certains cas, chez des chevaux particulièrement décidés et volontaires, l'impulsion et l'envie d'aller de l'avant sont naturelles. On peut alors tout à fait se passer des aides artificielles devenues superflues. Quant au freinage, il résulte de l'action du mors ou de l'embouchure que l'on utilise. Il faut privilégier une embouchure qui permette de bien retenir le cheval. Car si elle n'exerce pas un contrôle total sur la bouche de l'animal, cela va lui laisser la possibilité d'esquiver et de ne pas exécuter le mouvement désiré. Si par exemple le cheval s'appuie sur son mors, autrement dit s'il tire en avant, il faut l'en empêcher en choisissant une embouchure plus efficace. Il faut commencer par faire travailler le cheval en main, dans un enclos rond. On place tout d'abord des rênes fixes pour s'assurer que le cheval reste droit et bien positionné. On fait ensuite passer une deuxième paire de longues rênes dans l'anneau supérieur de la selle, au niveau de la main du cavalier. On incite ensuite le cheval à se porter en avant, à l'aide d'une chambrière, en relâchant régulièrement la pression avant de recommencer. Lorsque le cheval comprend ce que nous attendons de lui et s'aligne, on accentue les mouvements, aussi bien le freinage que l'impulsion en avant, à travers des demi-arrêts. Il vaut mieux ne pas le laisser marcher, mais au contraire le pousser à se porter en avant jusqu'à ce qu'il soit contraint de soulever son avant-main.
Dès que l'on sent que le cheval soulève ses antérieurs, comme pour se redresser, il faut relâcher les rênes et le laisser partir en avant. On répète ensuite l'exercice jusqu'à obtenir facilement cette impulsion vers le haut, sans hésitation de la part du cheval. Le moment est alors venu de le monter et de réitérer les exercices et les mouvements précédents. On alterne ainsi de nouveau l'impulsion en avant et la pression qui l'oblige à freiner, tout en veillant, à l'aide des rênes fixes, à ce qu'il reste aligné. Dans le même temps, la seconde paire de rênes, fixées à la partie inférieure de l'embouchure, incite le cheval à se porter vers le haut. L'impulsion sera transmise par les jambes, les éperons ou la cravache, en fonction de la réaction du cheval. En selle, il faut se tenir de façon perpendiculaire par rapport au corps du cheval. On peut également utiliser une corde pour s'accrocher à l'encolure ou à la selle. Par contre, il ne faut jamais s'agripper aux rênes pour se retenir, au risque de faire basculer le cheval en arrière. Dès lors qu'on obtient une légère réaction, on peut relâcher les rênes et laisser le cheval se détendre. On recommence ensuite l'opération en raccourcissant les rênes jusqu'à ce que le cheval s'exécute de manière douce et harmonieuse. En revanche, si l'on a pour habitude de tenir les deux rênes d'une seule main, ce que l'on appelle parfois en rênes indirectes, il est vivement recommandé de ne pas se livrer à l'apprentissage de cet exercice. En effet, lorsqu'on tient les deux rênes d'une seule main et qu'on demande au cheval de tourner, on appuie les rênes sur son encolure. Or, si le cheval ne tourne pas bien ou qu'il est sensible de la bouche, il peut mal interpréter nos indications et se cabrer, nous exposant à une situation pour le moins dangereuse. Lorsqu'on sait comment obtenir un cabré sans risque, on peut enfin laisser libre cours à son imagination et se prendre un instant pour un preux chevalier.